Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette autre édition de la Revue des Grandes Unes pour le mardi 10 août 2021. Alors, tout de suite du côté des tabloïds pour voir ce que nous propose la presse ce matin et ouvrons le bal avec la Nouvelle Expression, le journal La Nouvelle Expression qui titre sur le décès de Penda Ikoka et parle de ce que Kamto pense de son frère, entre guillemets, son frère politique, pour le président du mouvement de la Renaissance du Cameroun. La disparition de celui qui fut son allié durant la période électorale d'octobre 2018 est une réelle perte pour la politique camerounaise, vu le combat qu'il a mené en vue de défendre les intérêts du peuple et la résistance nationale active pour laquelle il a contribué activement. Et bien ce que pense le leader du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, c'est à découvrir en page 7 du journal La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression aussi qui parle d'église et titre Monseigneur Cléda qui dénonce Monseigneur Cléda dans une lettre adressée cette fois aux religieux et religieuses de l'Institut catholique Saint-Jérôme, dénonce des déviances qui sont inhérentes à cette institution universitaire catholique, notamment les phénomènes de dépravation des mœurs qui tendent à tendre ses ramifications dans cette autre sphère de l'Église catholique. Monseigneur Cléda rappelle à ses religieux et religieuses le rôle moral qui est le leur au sein de la société. Restons avec la Nouvelle Expression et les Médecins sans frontières qui plient bagages, Médecins sans frontières, malgré les médiations qui ont été tentées par l'organisation non gouvernementale auprès de l'État. Ces derniers ont finalement plié bagages, laissant désœuvrer des populations qui sont aujourd'hui en mal de soins hospitaliers adéquats. Et restons toujours avec le journal La Nouvelle Expression qui titre encore sur la crise dans le Nozo et parle des sacrifiés de la guerre. Il s'agit ici du père jésuite Ludovic Lado qui a saisi les ministres des différents pôles éducatifs du Cameroun, notamment l'éducation de base, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, sur ces enfants qui aujourd'hui, encore à la veille de la rentrée scolaire, leur rentrée à eux est hypothéquée aujourd'hui du fait de la crise anglophone. Le père Ludovic Lado qui saisit les différents ministres de l'éducation au Cameroun. Et puis, la une relayée abondamment est bien sûr le décès de Penda Ikoka, notamment dans Le Jour qui titre « Vie et mort d'un combattant ». Penda Ikoka décédé, retour sur le parcours de celui qui a été aux côtés du président Maurice Kamto, président du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, dans la lutte pour la libération et la résistance nationale. Émergence aussi revient abondamment dessus. Christian Penda Ikoka, le clap de fin, et revient sur justement le décès de ce dernier, survenu au Canada dans un hôpital de suite de maladie. L'économie aussi parle d'une pluie d'hommages rendus à Christian Penda Ikoka, notamment Célestin Bedigui, qui, durant la période d'incarcération du défunt, n'a pas arrêté de marteler, d'appeler à la libération de ce dernier. Eco-Santé, lui, nous parle d'asphyxie. L'asphyxie, et notamment les hôpitaux qui sont asphyxiés par l'indigence des accouchés. Eh bien, c'est le résultat d'une enquête qui révèle que 8 femmes sur 10 ayant accouché par césarienne sont aujourd'hui embastillées, séquestrées dans les hôpitaux dits publics. Pour cause, ces dernières sont incapables de payer les montants qui leur sont imputés dans la prise en charge. Et terminons avec le journal Vision économique qui parle du sommet des chefs d'État et titre sur les contours de la fusion entre la CEMAC et la CEAC. Alors que ce sommet est imminent, quels sont les enjeux autour d'une éventuelle fusion entre les deux zones monétaires de l'Afrique centrale? C'est ce que nous propose Vision économique qui revient sur les 12 premiers projets prioritaires en 2022, les infrastructures routières, énergie, eau et bien sûr santé, autant de projets qui sont déposés sur la table pour la finance durant l'année 2022. Voilà les titres parvenus à notre rédaction ce matin. Et pour comprendre les enjeux de ces différents titrailles proposés par les tabloïds ce matin, je reçois deux journalistes d'investigation et pas des moindres, Casimir Désiré Tagnin, journaliste d'investigation et directeur de publication du journal Le Jeune Enquêteur. Bonjour.
Bonjour Cédric, bonjour aux doyens, bonjour aux nombreux téléspectateurs. Vous savez, quand le devoir vous appelle, vous êtes obligé de répondre. C'est tout simplement par devoir que je suis là ce matin, puisque vous savez que je suis affecté. Et c'est depuis cette semaine que je déroule le programme des obsèques de ma tendre maman. Nous vous renouvelons encore nos sincères condoléances par rapport à cela. Eh bien, lui aussi, il a répondu à l'appel du devoir. Journaliste d'investigation, je le reçois aussi, Kaminele. Bonjour Kaminele. Bonjour Cédric Nding, bonjour Casimir et une fois de plus beaucoup de courage pour cette dure épreuve que vous subissez ces derniers temps. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision et un bonjour particulier au colonel Boumbisoé Raymond, le commandant de la Légion du Nord-Ouest. Le Nord-Ouest qui ce week-end encore a subi des coups de feu terribles à Bamenda, des coups de feu sporadiques de part et d'autre. Et il est difficile de vivre sereinement dans un environnement aussi bruyant et surtout aussi criminel. Justement, du côté du Nord-Ouest, où 5 éléments des forces de sécurité qui ont rendu l'âme suite aux attaques des sécessionnistes, nous leur rendons hommage. À lui aussi, nous lui rendons hommage, Christian Penda Ikoka, qui est décédé, et la nouvelle expression qui titre en sa une sur ce que pense Kamto de son frère, entre guillemets, son frère politique. Et justement, Casimir Désiré Tagnin, un hommage tonitruant du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun à celui qui a lutté à ses côtés durant l'élection présidentielle d'octobre 2018 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet éloge du professeur Maurice Kamto? Déjà, la nouvelle expression fait bien de mettre frère, son frère, entre guillemets, entre griffes. Parce qu'il faut se poser la question de savoir, est-ce qu'ils étaient encore des frères, Christian Penda Ikoka et Maurice Kamto? Nous savons que, et puis je crois qu'avec toute la panoplie des titres que vous avez lus ce matin, Cédric, vous avez oublié un titre qui paraît à Yaoundé et qui me semble être celui qui reflète exactement ce qu'a été Christian Penda Ikoka. Ce journal s'appelle L'Info à chaud. Le directeur de publication, c'est Delors Magellan Kamgen, que beaucoup connaissent, qui a titré Christian Penda Ikoka, l'incompris. Je crois que jusqu'à sa mort, Christian Penda Ikoka est resté un incompris tant du côté du pouvoir que du côté de l'opposition. Parce que souvenez-vous, lorsque Christian Penda Ikoka avait été recruté à la présidence de la République pour servir comme conseiller en économie du chef de l'État, rappelez-vous dans quelles circonstances il est parti de la présidence de la République. On lui a retiré son badge et il n'avait plus accès à ses bureaux. Il a quasiment été jeté dehors. Il a été jeté dehors et c'est ainsi. Il a été jeté dehors parce qu'il a refusé de cautionner un 7e mandat du président de la République. Il a estimé que le président de la République, Paul Biya, ne pouvait plus se présenter pour un 7e mandat et cela a été à l'origine de son rejet et de son expulsion du palais de l'Unité. Il a embrassé l'opposition et il était un des alliés fidèles de Maurice Kamto, le président du MRC, ce qui lui a valu 9 mois de prison. 9 mois de prison, je peux dire de prison gratuite. Parce que jusqu'à ce qu'on les libère, pendant le dialogue national, on ne sait pas exactement ce qu'on leur reprochait, sinon d'avoir organisé des marches blanches. Et pendant qu'ils étaient en incarcération, Christian Penda Ikoka et Maurice Kamto formaient un quatuor indéboulonnable, avec, entre autres, lui, Maurice Kamto, Christian Penda Ikoka, Albert Dzonga et Paul Erikinge. Voilà le quatuor qui était autour de Maurice Kamto et qui s'est retrouvé en prison. Aujourd'hui que Christian Penda Ikoka décède, cela nous amène à nous interroger non seulement sur ce quatuor qui s'est disloqué, parce qu'il faut dire que Paul Erikinge, à sa sortie de prison, s'est désolidarisé de Maurice Kamto. Et il en est mort quelque temps après. Aujourd'hui, nous savons que Christian Penda Ikoka est celui qui a géré les fonds Survie, Survival, créés par Maurice Kamto. C'était lui le gestionnaire. Et entre parenthèses, il meurt sans avoir donné le bilan de cette gestion-là. Mais
Il meurt dans une... après s'être désolidarisé également de Maurice Kamto et du MRC, et je crois, ça m'amène à me poser des questions. Est-ce que chaque fois qu'on se désolidarise de Maurice Kamto, est-ce que sa mort est liée à ce geste-là? C'est une Parce question que nous avons vu un autre de qui s'est désolidarisé, et là je me pose des questions. Vous savez, nous sommes journalistes d'investigation, nous ouvrons des pistes pour que les téléspectateurs essayent de regarder. Et nous savons en ce moment qu'il y a un avocat, ou si vous voulez, une avocate, qui vient de se désolidariser de la même manière et qui est en train de créer un autre mouvement. Est-ce qu'on doit déjà lorgner vers son côté? Est-ce qu'on doit se poser la question à qui le tour? Espérons que cela n'arrive pas. Mais je ne voudrais même pas qu'on pose la question à qui le tour. Souhaitons, comme Maurice Kamto l'a dit dans sa lettre, c'est une grande perte. C'est une grande perte pour l'opposition camerounaise. C'est une grande perte pour le Cameroun lui-même, puisqu'il était en train d'engager plusieurs fronts de lutte pour ramener et la paix et les fonds qui ont été dilapidés dans la canne et autres. Espérons que ce sera le dernier et qu'on ne verra plus, on ne va pas se poser la question à qui le tour après Maurice Kamto, après Paul-Éric Ngué. Justement, Camille Nélé, on ne va pas se poser la question à qui le tour, mais seulement aujourd'hui, on se demande ces figures qui disparaissent l'une après l'autre, Christian Penda Ekoka, on a parlé de Paul-Éric Ngué, des combattants farouches. Aujourd'hui, le clap de fin a sonné pour ces derniers. Est-ce qu'il y a un souci dans la relève du combat de ces derniers-ci? Qui pour prendre la relève aujourd'hui? Non, quand on parlait de combat, c'est comme si tous ceux qui meurent sont liés ou étaient liés d'une manière ou d'une autre. La mort de M. Christian Penda Ekoka, bien entendu, a laissé un grand vide et a affligé énormément de Camerounais. Heureusement que certains journalistes spécialistes de la sensation n'ont pas titré, comme on l'a souvent vu, ils l'ont tué. Parce qu'il n'aurait plus manqué que ça. Il n'aurait plus manqué que ça. Mais cette fois-ci, on ne l'a pas fait. Ou encore, on ne l'a pas encore fait, on ne sait jamais. Mais ce que moi, je peux dire, c'est que Christian Penda Ekoka a été, et Casimir Désiré-Tagny a fait la même remarque au moment. Parce que ce matin, moi, je m'apprêtais aussi à faire ressortir ce titre de ce journal, L'Incompris. Penda Ekoka a été un incompris. Les gens ne connaissent pas très très bien son parcours. Les gens connaissent son parcours à partir du MRC. Mais Penda Ekoka a d'abord été un militant du RDPC, oui, convaincu du RDPC, qui a même fait partie, qui a fait partie du groupe dur, du noyau dur de ce qu'on a appelé les réformistes, avec Mila Souté et Emmanuel Mvelemva. C'est-à-dire qu'il croyait très très fort qu'à l'intérieur du MRC, on pourrait changer le MRC sur la base des discours du chef de l'État. C'est-à-dire estimer que le chef de l'État avait des idées généreuses, mais qui étaient mal gérées, mal implémentées sur le terrain. Il a fait partie de ce groupe. Mais évidemment, ce groupe a fait long feu. Et malheureusement, il s'est disloqué. Mais là, Souta a été obligé de prendre la fuite. Emmanuel Mvelemva a fait le dos rond, il est resté dans le MRC, dans le RDPC, en sachant très bien qu'il a toujours sa vision à lui, une vision qui n'est pas forcément celle de certains caciques qui ne pensent qu'à rester ou à avoir... À maintenir le statu quo. Voilà. Et Penda Ekoka, les gens ne savent pas que quand il entre à la présidence de la République comme technocrate chevronné, il avait un contact très ténu avec le chef de l'État. C'est-à-dire que parce qu'on l'avait pris, parce qu'il était un véritable spécialiste des affaires économiques. Et malheureusement, à un moment donné, Penda Ekoka s'est rendu compte que ses suggestions et ses analyses ne passaient plus. C'est-à-dire qu'on n'y faisait pas cas. On ne faisait plus et attention. Il a compris que mais c'est quoi cette histoire? À un moment donné, il s'est senti non seulement indésirable, mais là encore, il était incompris. Il était autant incompris dans le RDPC qu'il était à la présidence de la République. C'est pour cela qu'il est parti. Bon, maintenant, ayant choisi le MRC, parce que c'était un homme de conviction, il a senti, ou il a cru sentir dans les aspirations du MRC, ce qui lui l'anime, un changement, une alternance et surtout une bonne gouvernance. Il y est allé à fond, mais on sait que il y est allé de toute sa foi, et à cause de cette foi, il a dû purger 9 mois d'emprisonnement. 9 mois d'emprisonnement qui l'ont énormément ébranlé, mais il en est sorti avec beaucoup de dignité. Bon, il en est sorti, mais on sait très bien que ces derniers temps, il avait
pris de la distance vis-à-vis du MRC, surtout après sa déclaration fracassante que l'on a, certains ont jugé fracassante, et qui lui ont valu des tonnes d'injures et de horions dans les journaux, où il a dit qu'il ne croit pas au bug et qu'il faudrait qu'on voit un peu plus clair dans ce fameux bug à travers lequel on veut expliquer un gap dans la gestion des fonds survival que certains ont appelé survival. Donc, Penda Ikoka, c'est une grande figure qui sort de la scène. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de verser des larmes. Sincère, il y en a d'autres qui versent des larmes de crocodile. Mais toujours est-il qu'il sort de la scène, il a laissé l'empreinte de quelqu'un d'entier, de quelqu'un qui aime son pays, de quelqu'un qui croit en un certain nombre de valeurs. Et moi, je pense que c'est ce qu'on devrait retenir de lui. Au-delà de ces larmes de crocodile et de ces lamentations qui ne sont pas toujours sincères. Mais Cédric, je voudrais une petite précision. Vous savez que Christian Penda Ikoka a été annoncé pour mort 48 heures. Oui, 48 heures avant même non, mais il est malade depuis longtemps. Non, Penda Ikoka est malade depuis longtemps. Je suis d'accord. C'est justement la précision que je voudrais apporter. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens aillent dénaturer ce que je venais de dire. Christian Penda Ikoka était un malade. On le sait, il est mort dans un hôpital de cancérologie à Montréal, au Canada. Il ne faudrait pas qu'on dise du n'importe quoi. Et puis, l'hommage que le président du MRC lui a rendu me reflète un peu plus, tend beaucoup plus vers la réalité. C'est-à-dire, c'est un hommage qui vient du fond du cœur. Lorsque vous le lisez, vous pouvez mettre la main sur la poitrine pour comprendre jusqu'où le professeur Maurice Kamto est affecté par ce décès. Donc, je ne voudrais pas que les gens aillent dire que j'ai dit que quand on se désolidarise du MRC, on tombe un à un. J'ai fait un constat, c'est un constat que je fais, et je dis, il y en a, comme Paul-Éric King qui s'est désolidarisé de Maurice Kamto et qui est décédé aujourd'hui, comme Camille l'a dit. Mais il n'est pas mort dessus de ça. C'est ça, justement. Je ne veux pas que les spectateurs aillent dire qu'il est mort parce qu'il s'est désolidarisé. Et c'est pour ça que j'insiste que Paul-Éric King était malade, Christian Penda Ikoka était gravement malade. D'ailleurs, il était annoncé pour mort 48 heures avant qu'il ne décède effectivement. Justement, on va sortir de cette une, de ces différentes unes qui rendent hommage à Christian Penda Ikoka et tomber cette fois-ci sur autre chose. Médecins sans frontières qui plie bagage dans le Nozo. C'est malgré les tentatives de médiation et de négociation de l'ONG internationale, eh bien, le gouvernement n'a pas plié et a exigé le départ de Médecins sans frontières, MSF, qui plie bagage et laisse aujourd'hui des millions ou des centaines de milliers de résidents de ces deux régions en crise aujourd'hui, sans assistance hospitalière. Je vous pose la question directement, Casimir Désiré Tagnin. Aujourd'hui, Médecins sans frontières plie bagage. Est-ce qu'on ne va pas un peu regretter cette décision hâtive du gouvernement de virer Médecins sans frontières des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? C'est une très mauvaise décision. Mais vous savez que j'ai l'habitude de le dire. Ce n'est pas parce que vous avez la température que vous allez casser le thermomètre. Parce que cela ne change absolument rien. Et puis, cela me rappelle également une chanson d'André-Marie Talla qui disait, j'essaie de traduire en français, que si vous êtes prêtre et que vous fuyez l'église parce qu'il y a trop de pécheurs, parce que les gens ont fait trop de péchés, ça veut dire que vous avez loupé le coche. Si vous êtes mère d'enfant et que vous abandonnez parce que votre bébé a chié a fait les selles sur votre cuisse, je crois que vous êtes une très mauvaise mère. Donc, lorsqu'on a des responsabilités, on doit les assumer, quel que soit le cas. Médecins sans frontières, malgré les menaces du gouvernement, a une vocation humanitaire, sauf s'il y avait quelque chose caché derrière leurs intentions. C'est que le gouvernement, c'est ce que le gouvernement soupçonne. Est-ce qu'il leur fallait peut-être monter patte blanche et puis montrer le plus bon visage parce qu'on les soupçonnait d'être en connivence avec les sécessionnistes. Il fallait aux Médecins sans frontières de démontrer que c'est faux et qu'ils restent dans leur œuvre humanitaire. Il y a eu plusieurs tentatives de médiation et de négociation avec le gouvernement, notamment sur ce sujet. Qui n'a pas marché. N'ont pas marché. Médecins sans frontières est resté droit dans ses bottes en refusant
de démontrer que ce pourquoi ils sont accusés est carrément faux. Médecins sans frontières n'a jamais voulu démontrer qu'ils étaient là pour une œuvre humanitaire, loin d'être de connivence avec les sécessionnistes. Maintenant que Médecins sans frontières s'en va, alors que nous savons qu'il n'y a pratiquement plus d'hôpitaux dans le sud-ouest, parce que je vais prendre l'exemple de Gorketundia, avec le village Balikumbat, où j'ai côtoyé à l'époque, où je marchais beaucoup dans mes investigations, j'ai côtoyé le chef de Balikumbat qui était irréductible et qui aujourd'hui se retrouve réfugié à Yaoundé, parce qu'il ne peut plus vivre là-bas. L'hôpital même de Gorketundia, l'hôpital de Balikumbat est pratiquement fermé sans personnel. Et c'est à ce moment précis, puisque les populations n'avaient plus que Médecins sans frontières pour leur apporter quelques soins, pour des vaccinations. Imaginez, des enfants qui naissent, parfois il faut demander dans quelles conditions, et qui se retrouvent sans vaccin. Des femmes qui accouchent dans la rue parce qu'il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'hôpitaux. Voilà Médecins sans frontières qui était pratiquement la seule voie de salut, qui se retrouve également en train de déserter le nord-ouest et le sud-ouest parce qu'on les soupçonne de ceci ou cela. Je dis, j'ai bien parlé de l'anecdote d'André-Marie Tala, où le pécheur, le prêtre ne doit pas fuir l'église parce qu'il y a beaucoup de pécheurs. Il y a beaucoup de pécheurs. Justement, Camille Nélé, aujourd'hui, Médecins sans frontières, plie bagage et s'en va. Est-ce que quel schéma est-ce qu'on doit s'attendre aujourd'hui, après le départ de Médecins sans frontières? Est-ce que la température, elle, va continuer à grimper et à montrer au grand jour les lacunes des prises en charge sanitaires dans ces parties du Cameroun aujourd'hui? Je suis un peu amusé par les affirmations incendiaires de certains journalistes par rapport à la situation de Médecins sans frontières. D'abord, Médecins sans frontières n'a pas été chassé. Médecins sans frontières, et ça, il faut le dire, il faut que les journalistes le disent. Médecins sans frontières a été soumis de donner des explications sur un certain nombre de choses. Médecins sans frontières paye des personnels payés par l'État qui travaillent dans les structures sanitaires. Pourquoi? Son rôle est-il de venir payer le personnel camerounais ou alors son rôle est-il de venir faire sa mission? Idem. Médecins sans frontières venait chercher, avait donné l'impression pendant trop longtemps de venir chercher des terroristes blessés pour les exfiltrer ou les emmener se faire soigner, notamment en direction de la frontière. Médecins sans frontières donne cette impression de vouloir aider les gens, mais de refuser de comprendre que si les hôpitaux ne fonctionnent plus dans le sud-est et le nord-ouest, ce n'est pas du fait de l'armée ni du fait du Cameroun, c'est du fait de ceux qui ont pris des armes contre le Cameroun et qui ne respectent ni les hôpitaux, ni les malades, ni les enfants, ni les femmes, ni les écoles. Ça, c'est la première des choses. Et puis, il faudra un peu revisiter l'histoire. Quand vous vous souvenez de la guerre civile, la tentative de la sécession du Biafra en 1967, oui, c'est d'abord la Croix-Rouge française et ensuite dans laquelle opérait M. Kouchner. Ensuite, il a créé Médecins sans frontières qui sont entrés dans cette histoire pour, disait-il, aider un peuple qui était en train de subir un génocide. La France était derrière la sécession du Biafra. La France finançait la sécession du Biafra. La France donnait des hommes, des armes, des munitions et même des mercenaires au Biafra. Mais par contre, elle faisait semblant de ne pas y toucher. Donc le gouvernement a eu un peu peur de voir un remake des années 60. Il faut écouter l'excellent, le formidable documentaire d'Alain Foucault sur la guerre du Biafra pour comprendre le rôle pernicieux qu'a joué la Croix-Rouge française et Médecins sans frontières dans le conflit de la tentative de sécession du Biafra. Au Cameroun aujourd'hui, Médecins sans frontières est en train de faire la même chose. Dans les calepins de Médecins sans frontières, vous retrouvez des adresses de personnes qui sont des ambassadeurs. Dans les véhicules de Médecins sans frontières, vous trouvez en priorité des blessés de guerre. Donc eux, ils sont là pour s'occuper des blessés ambassadeurs. Et pas forcément des populations, mais seulement c'est sous le couvert de l'humanitaire. Moi, je pense que l'État du Cameroun doit tout simplement demander pourquoi vous payez le personnel même camerounais et vous dites que vous êtes en train d'aider le Cameroun alors que vous-même, vous ne descendez pas sur le terrain et alors que vous ne donnez même pas les preuves, les gages de votre bonne foi et de votre engagement. On sait très bien que
Ces ONG humanitaires, en réalité, ont toujours un peu caché derrière la tête. Il faut voir ce qui se passe du côté de l'extrême nord. Du côté de l'extrême nord, un haut gradé de l'armée a dit que là-bas, quand il y a eu un clash entre l'armée et Boko Haram, les premiers blessés qui sont pris en charge par Médecins Sans Frontières, ce sont les Boko Haram. Donc, c'est des déclarations fortes. Vous pensez donc que le Cameroun est en droit de demander quelle est exactement l'implication de Médecins Sans Frontières, aussi bien au niveau du sud-ouest et du nord-ouest, et aussi bien dans l'extrême nord. Moi, il ne sert à rien de criailler et de dire que non, le Cameroun avait des hôpitaux, avec des gens, avec des infirmiers, avec des structures. Qui a détruit ces structures? Ce sont les terroristes. Qui tue les populations? Ce sont les terroristes. Alors moi, je pense qu'il faut choisir. Il faut avoir les yeux dans les trous. Et il ne faut pas porter atteinte au moral des militaires qui se sacrifient tous les jours, qui exposent leur vie tous les jours. Regardez les 5 militaires encore qui viennent d'être égorgés par les sécessionnistes. Vous pensez que ces gens-là ont fait quoi? Ils étaient là pour défendre, assurer la garantie de ces populations. Mais ils étaient froidement et barbairement exécutés. Donc moi je pense que quand les gens interprètent une action comme celle-là, il faut qu'ils aillent jusqu'au fond. Il faut qu'ils comprennent le fond du problème. Et le fond du problème de Médecins Sans Frontières, c'est son implication plus que suspecte dans l'entretien de la guerre du Nozo. Justement, sa potentielle implication dans la guerre du Nozo. Restons avec le Nozo pour parler de sacrifiés de la guerre, en parlant du père Ludovic Lado, qui a envoyé une correspondance aux différents ministres en charge de l'éducation au Cameroun et tire la sonnette d'alarme sur l'hypothèque placée aujourd'hui sur la rentrée de ces enfants dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. 6 ans que cela dure, 6 ans qu'ils ne peuvent pas aller à l'école, et on est potentiellement en train de se diriger vers une autre année blanche de ces enfants. Est-ce que aujourd'hui les dires du père Ludovic Lado peuvent être corroborés par la situation qui prévaut actuellement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Exactement, Cédric. Mais posons-nous la question, est-ce que le père Ludovic Lado sera compris? Est-ce que ça ne va pas passer en perte et profit comme d'habitude? Puisque depuis pratiquement 2016, nous vivons la même situation dans le Nozo, que ce soit au sud-ouest ou que ce soit au nord-ouest, où à chaque rentrée scolaire, de nombreux enfants sont empêchés d'aller à l'école. Alors, espérons au moins que la rentrée, c'est dans quelques jours. La rentrée, c'est dans exactement moins d'un mois. Disons dans 3 semaines. Et le père Ludovic Lado sonne encore, tape dans le vif, tape dans le mille pour appeler à la responsabilité de toutes les parties prenantes, que ce soit le gouvernement, que ce soit les forces de sécurité ou même les parents. Il faudrait que, vous savez, un éminent politicien disait que lorsque vous voulez faire du mal à un pays, il faut empêcher les enfants d'aller à l'école. Priver d'éducation. Il faut priver les enfants de l'éducation. Je crois que c'est vers cela qu'on est en train de tendre dans les régions du nord-ouest où depuis 5 ans, il n'y a pratiquement plus d'école. Et curieusement, vous allez voir que c'est pendant ces périodes-là où l'office du bac, par exemple, affiche que le nord-ouest est parmi les premières régions avec un taux de réussite au baccalauréat. Un peu un véritable paradoxe. Ce qui est un véritable paradoxe. C'est la même chose quand on parle des élections. Vous voyez, imaginez un peu un établissement scolaire qui présente 3 candidats et que tous les 3 sont admis. Alors que il a 100%. Il aura un 100%. Mais il les a. Mais il a justement 100%. Mais que vaut ces 100% par rapport à un établissement qui présente 200 et 150 élèves ont obtenu leur baccalauréat? Que vaut les 100% de 3 admis aux 60% qui n'a eu que 75 sur 100? Alors, donc, c'est un véritable problème. C'est la même chose donc qui se pose au niveau des élections. Dernièrement, on a organisé les élections au Cameroun, alors qu'on sait qu'on n'a pas pu voter dans le nord-ouest. Et c'est pour cela que Maurice Kamto et les autres ont été pourchassés, emprisonnés et autres. Il n'y a pratiquement pas eu d'élection à proprement parler dans le Nozo. Et malheureusement ou heureusement pour le gouvernement, on a donné un taux de participation éloquent pour le nord-ouest et le sud-ouest. Chaque année, lorsque les cloches de la rentrée sonnent, on ne voit personne. Les ambazoniens empêchent pratiquement tous les élèves et étudiants d'aller à l'école.
Et curieusement, personne ne voit cela. Et pourquoi on ne voit que la responsabilité du gouvernement. Mais pourquoi Casimir? Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, Camille, que on ne doit pas toujours accuser le gouvernement parce que c'est pas le gouvernement qui tue. C'est pas le gouvernement qui empêche les élèves d'aller à l'école. C'est pas le gouvernement qui fait toutes ces atrocités. Mais le gouvernement devrait prendre des dispositions pour que cela n'arrive plus. Si on recrutait suffisamment des forces de l'ordre, et puis, n'oubliez pas que je vous ai dit qu'il y a de la volonté politique qui manque. Je vous ai toujours pris cet exemple. Lorsque ça gronde dans une maison, parfois la seule présence du chef de famille, peut dissuader les volontés et empêcher. Depuis 5 ans, je le dis et je le répète, Paul Biya n'a pas pensé qu'il pouvait aller dans le Nozo, dans le nord-ouest ou d'Aboya ou à Bamenda, pour que sa présence donne au moins l'impression qu'il a envie de stopper. Et puis, pour que je chute, rappelez-vous, c'est parce qu'on n'a jamais voulu, au départ, les anglophones, demander tout simplement le fédéralisme. Si on leur avait octroyé, on a mis à côté une décentralisation qu'on n'a jamais voulu appliquer. Et aujourd'hui, on essaie de leur donner toute cette décentralisation alors qu'ils voulaient le fédéralisme. Au moment où ils sont passés à une vitesse supérieure, ils ne veulent même plus le fédéralisme, ils veulent la sécession. Donc, il faut que le gouvernement prenne toutes ces dispositions parce que une guerre, comme on le sait, c'est comme l'amour. On est à deux pour faire la guerre comme on est à deux pour faire l'amour. Donc, quand on dit dialogue, le grand dialogue national qu'on a organisé sans les sécessionnistes, je me demande bien qu'est-ce qu'on voulait à la fin. Justement, Camille, vous vouliez retorquer par rapport à cette une, justement. Aujourd'hui, 5 ans, ça ne fait pas beaucoup pour des enfants qui sont privés d'éducation. Est-ce qu'on ne tend pas à spolier un peu l'avenir de ces régions-là aujourd'hui, après 5 ans de non-scolarisation? Je suis fort aise que Casimir a répondu à la lettre du prêtre Ludovic Lado en disant qu'en affirmant haut et fort que ce sont les bandes armées qui tuent les enfants, qui ferment les écoles, qui empêchent les enfants d'aller à l'école. Donc, la responsabilité fondamentale, c'est ces gens qui ont pris les armes pour empêcher que les populations vivent. Donc, moi, je pense donc que ce n'est pas au gouvernement que le prêtre Lado devrait s'adresser, mais d'abord aux ambassadeurs, en leur disant, mais écoutez, vous empêchez que les enfants aient l'école, vous empêchez que les gens vivent dans les villages, vous empêchez qu'il y ait une vie économique. C'est par là qu'il aurait dû commencer. Et voir maintenant la réponse qu'il devait avoir. Justement, c'est une façon de dire que si quelqu'un vole, les gens du quartier si les bandits viennent attaquer, les gens du quartier vont aller écrire aux bandits au lieu de se plaindre à la police. Non, ils vont s'attaquer aux bandits. Vous savez que ce que les gens qui se claquemurent dans leur confort intellectuel ou derrière leurs ordinateurs ou derrière leur téléphone oublient qu'il y a une donne fondamentale dans le problème du Nozo. L'implication des populations. Est-ce que vous savez que les populations elles-mêmes, la plupart des populations, notamment dans le nord-ouest, sont complices des bandes armées? C'est une affirmation lourde. Je suis en train de vous dire que si cette guerre s'enlise, c'est parce qu'il y a énormément de populations qui sont complices. Soit des complices passifs, soit des complices actifs. Parce que si vraiment les populations disaient que nous n'en voulons plus... Non, ils étaient complices au départ, Camille. Aujourd'hui, ils ont compris que c'est trop. Ils n'ont pas encore compris. Je suis en train de dire que ces populations aujourd'hui comprennent le prix fort qu'elles sont en train de payer avec leurs populations qui sont égorgées, leurs filles qui sont tuées, parce qu'ils pensaient que les militaires qu'on tuait, ce n'étaient pas des militaires de leur village. Mais maintenant, c'est aveugle. Ces gens-là, quand ils voient un homme en tenue, ils le tuent. Donc moi, je pense que dans la recherche de la résolution de ce problème, c'est trop facile de dire oui, asseyons-nous autour d'une table, appelez les gens, dites-leur de venir. Le conflit aujourd'hui est devenu fou. Comme disait quelqu'un dans Wadon Chris. C'est-à-dire que la guerre est devenue folle de ce côté-là. C'est-à-dire que les gens qui sont sur le terrain, c'est des gens qui, chacun a son petit camp, son petit groupuscule, avec ses armes, qui fait sa loi dans son terrain et qui estime qu'Agued Magon, il sait très bien qu'il peut guerriers autour du cou, il est invulnérable. Et qu'est-ce que Doyen penserait de la présence du chef de l'État que je ne cesse de crier à lui et à dire? Attendez, le chef de l'État est un Camerounais. Le chef de l'État est le premier des Camerounais. Mais le chef de l'État, en arrivant là-bas, il va parler à qui? Il va parler à Phil Marshall là-bas, il va parler à Capo là-bas, il va parler à tel autre général là-bas. Attendez, moi je pense que les gens ne voient pas la réalité du terrain. Nous avons affaire à des bandes éparses
qui évoluent chacune dans son territoire. Donc, moi, je pense que le problème est beaucoup plus complexe que cela. Et l'État du Cameroun est en train de faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire assurer la protection des personnes et des biens. Mais seulement, il devrait le faire avec encore plus de pugnacité. Il faut encore plus de logistique. Il faut la rotation des troupes. Parce qu'il y a des troupes qui sont installées depuis 3-4 ans, ça les use. Il faut un nouveau paradigme. Et c'est ça qui a amené le ministre Betty Assomo à refaire le tour de troupes. Mais aujourd'hui, cette guerre, si elle s'enlise, ce n'est pas du fait de l'incapacité de l'État à pouvoir gérer, mais c'est en fait de cette capacité de nuisance qu'ont les terroristes à s'en prendre aux populations et aux infrastructures et à l'économie du Cameroun et à l'intégrité du Cameroun. Justement, on va aller du côté de cette une d'éco-santé qui nous renvoie à la santé, justement, les hôpitaux asphyxiés par les indigences des accouchés. Un résultat révèle que 8 femmes sur 10 qui accouchent dans les hôpitaux publics sont embastillées, séquestrées parce qu'elles ne peuvent pas payer leurs factures. Aujourd'hui, on en arrive là, serment d'Hippocrate ou serment d'Hypocrite finalement. En un seul mot, puisque nous n'avons plus du temps, il faut revoir les taux des césariennes dans les hôpitaux. Parce que combien de Camerounaises peuvent se taper le luxe de payer 300 000, 400 000 pour une césarienne? C'est devenu presque un phénomène de Le mode. taux de césarienne, il faut même rendre gratuit l'accouchement, que ce soit par césarienne ou par voie basse. Justement, Camille Nélé, par rapport à cette une. Je veux dire un seul mot parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Effectivement, la césarienne est devenue pratiquement la règle aujourd'hui. Alors qu'il y a 5 ans, c'était une exception. Mais aujourd'hui, quand une femme, pourquoi y a-t-il autant de césariennes? Il faudrait que les docteurs nous expliquent pourquoi on enregistre autant de césariennes. Les césariennes ne sont que des situations absolument marginales. Mais pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ont estimé qu'il suffit d'ouvrir le ventre d'une femme, tu te retrouves avec 300 000 francs en un tour de main. Et moi, je pense qu'il faudrait d'abord commencer à comprendre pourquoi cette pluralité de césariennes et maintenant voir comment gérer cela afin que les populations indigentes puissent y faire face. Justement, c'est avec cette une du journal Éco-Santé que nous mettons la clé sous le paillasson pour cette autre édition de la revue des grandes unes. Merci d'avoir été des nôtres, Casimir Désiré Tanion. Merci aux téléspectateurs, merci à vous Cédric. Et merci également à Camille Nélé d'avoir apporté son expertise. Je vous en prie Cédric. Justement, mesdames et messieurs, nous mettons la clé sous le paillasson et nous remballons pour cette autre sortie de la revue des grandes unes. Les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision tout de suite après le 10-12.